Depuis plus de 15 ans, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, organise un cycle de rencontres annuelles avec des écrivaines et des écrivains québécois. Ces rencontres sont animées par des chercheurs et des chercheuses en littérature, aussi bien jeunes que plus aguerris, ce qui permet de mettre en dialogue les textes, les auteurs et les autrices et les savoirs. Cette année, les rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC sont consacrées à la littérature de langue anglaise au Québec, à la place qu'elle occupe dans l'espace culturel québécois. Les rencontres visent à encourager un dialogue sur les relations entre l'écriture et les institutions littéraires qui l'encadrent. Les conversations se feront en français, en anglais ou dans un mélange des deux langues. La deuxième discussion de ce cycle d'entretien porte sur le slam et le spoken word, par l'entremise de deux artistes slameurs, l'un issu du milieu francophone et l'autre de la communauté italo-canadienne. Nous avons invité pour cette occasion Francis Lujan, artiste slameur, mieux connu sous le nom de Césure, influencé par le rap et la poésie classique. Son style se définit par sa rigueur et son obsession compulsive à tout vouloir faire rimer. C'est Liana Kousmano, aussi connue sous les noms de Luca et de Be Curious George, écrivain, cinéaste, éducateur en art et artiste de spoken word, qui anime cette rencontre. Ses œuvres explorent l'héritage culturel, l'identité queer, les relations interpersonnelles et la santé mentale, en espérant qu'on puisse s'y reconnaître et se sentir représenté. Allô, Francis, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. C'est bien de se revoir. Oui. Donc, on va tout de suite commencer. On va parler du slam, du spoken word dans un contexte anglophone et francophone, étant tous les deux de Montréal et vivant à Montréal, étant actifs en tant qu'artistes à Montréal. Mais pour ceux qui peut-être ne le savent pas, juste pour commencer, peux-tu me dire, pour toi personnellement, c'est quoi la différence entre le slam et le spoken word? Parce que c'est des termes qu'on utilise, qu'on entrechange un peu. Euh, Puis il y a évidemment, c'est un peu différent du bord anglophone, mais je voulais savoir, pour toi, la différence concrète entre le slam et le spoken word, c'est quoi? Eh bien, pour moi, le slam, ça a toujours été plus événementiel, si on veut. Ça a toujours été plus le contexte dans lequel on se présente et qu'on fait des slams, entre guillemets. Tandis que le spoken word, pour moi, je le catégorisais un peu comme le style musical, où tu parles par-dessus un beat, mais t'es pas sur le beat, à cause que sinon ça serait du rap. Donc, si tu veux pas suivre le beat puis tu parles par-dessus de la musique, pour moi, c'est du spoken word. OK, c'est intéressant parce que connaissant un peu ton œuvre, puis ayant performé et travaillé ensemble, c'est sûr que l'influence du rap et du hip-hop, ça s'entend de façon très prononcée dans tes œuvres et dans ton écriture. Pour moi, le slam, c'est effectivement, il y a un élément euh, d'événement, mais aussi de compétition. Donc, il y aurait un certain nombre de tours, il y aurait des scores, il y aurait des éliminations. C'est ça un poetry slam. Il y a un élément très compétitif. Alors que le spoken word, c'est plus l'œuvre, le, la forme elle-même de l'art. Mais ce qui est intéressant pour moi, Hmm. c'est la clé, c'est dans la définition de, de spoken word en ce qui concerne le rap. Donc, je sais que la première fois que je t'ai vu performer, c'était en automne de 2017. Puis c'était mon premier slam où est-ce que j'entendais du spoken word pour la première fois. Puis j'étais là avec un ami, il s'appelait Bernard. Et je t'ai vu sur scène pour la première fois. Et c'était, je me rappelle pas du titre du texte, mais il y avait ce jeu de mots Descartes de crédit. C'était quel texte? Oui. Ouais. Ça, c'était. Je sais pas comment je l'appelle, là, de manière temporaire, c'est socio-patenté, mais ouais. OK. Oui, oui. Je me rappelle de ça très clairement. Puis mon ami a dit, puis on s'était mis d'accord. Oh my God, c'est brillant. Descartes de crédit. Puis c'était vraiment mon premier slam. C'était à Montréal. C'était au Vieux Cagibi sur Saint-Laurent Oui, et Saint-Viateur, si je me trompe pas. je pense que oui. Est-ce que c'était ta première fois euh, à un slam anglophone? Puis c'était Throw Poetry Collective. Puis ils étaient déjà actifs depuis plusieurs années, même à ce temps-là. Mais te Ou, rappelles-tu? je pense que ça devait être dans les premières fois parce que je suis allé à quelques reprises avec un ami à moi, Xavier,
qui étaient plus familiers avec cette scène-là. Moi, j'en avais souvent entendu parler, mais ça n'avait juste pas donné dans le passé. J'étais pogné dans ma ligue francophone. Euh, mais c'est ça. En 2017, ça devrait être dans les premières fois, c'est pas la première fois sur cette scène-là. OK. Et la scène francophone, parce que je pense, dans les prochaines années, il me semble dans 2018-2019, tu m'avais invité à un slam francophone. Oui. Puis ça aussi, j'avais vraiment fait il y avait beaucoup de premières, d'instants premiers que j'ai fait avec toi. C'était mon premier slam, puis le seul slam à date au Clégiacité qui était en français, puis exclusivement en français. Throw se présente comme étant un collectif et une scène bilingue, et ça l'est, mais c'est euh, majoritairement anglophone, puis je pense que t'es un des seuls slammeurs francophones qui ait eu sur scène. C'est sûr que tu étais le premier à participer au Canadian Festival of Spoken Word, qui était un francophone, Ça, si je je suis me pas trompe pas. sûr. Non? Je pense qu'il y avait peut-être Claudia Tobar, I think, qui a déjà animé, entre autres, les soirées Throw Poetry. Je pense qu'elle est allée, mais c'était peut-être pas dans ce cadre-là, c'était peut-être dans OK, un autre cadre, mais OK, il me semble ouais, peut-être. ouais, ça se peut. Euh, Je suis le francophone qui avait le plus de mots, genre par seconde, mettons, oui, à oui, me oui, rendre. oui, oui, ça c'est vrai. Oui, je pense que tu as raison. Je me demandais, je pense que tu fais du slam et du spoken word depuis plus longtemps que moi, même en 2017, puis je me considère toujours un peu un bébé du slam qui est monté sur scène, like, oh, OK, hi, avec mon nom d'artiste qui est un jeu de mots by Curious George. Mais je me demandais, euh, à ton avis, quelle est la place du slam et du spoken word euh, dans la culture de Montréal et ensuite si on élargit du Québec et du Canada, surtout en tant qu'artiste ou que slammer qui a participé dans les deux scènes anglophones et francophones. Je pense que là aussi, il y a une différence entre nous deux, c'est ton activité dans les deux sphères. Eh bien, je pense qu'à Montréal, ben, à Montréal, comme at large au Québec, si on veut, je pense que c'est en train de prendre l'expansion. Je veux dire, je sais que ça a été légèrement controversé pour certains, pour un certain sujet, mais je sais que David Goudreau, Amélie Prévost, il y en a plusieurs qui vont passer soit sur Radio-Canada ou sur les ondes de la radio. Et j'ai l'impression qu'au tout début, c'était un peu plus. Il y avait une certaine rivalité entre les soirées poésie et les soirées slam. Je me souviens, des fois, il y avait le festival de poésie, je crois, à Trois-Rivières. Et même s'il y avait aussi un événement slam, ils refusaient qu'on soit inscrit dans le line-up de Vraiment, l'événement parce que c'était pas la même chose. Fait que ça, je pense que ce tabou-là ou cette espèce de rivalité, justement, a commencé à être tassé de côté. Donc, au fur et à mesure, je pense que peut-être les scènes slam, c'est beaucoup plus accessible que les soirées poésie. Moi qui tripe sur la littérature, je vais dans une soirée poésie et je regrette après. Parce que c'est vraiment juste les paroles. Et moi, je suis quelqu'un qui tripe vraiment sur la technique de la chose, mais où le slam a un avantage, selon moi, c'est où est-ce que ça vient démocratiser le tout, c'est qu'il y a vraiment un souci un peu plus de la performance et comment c'est reçu sur scène, au-delà de juste lire le poème sur scène. Donc, je pense qu'avec le temps, ça va peut-être prendre les devants sur les scènes poétiques un peu plus traditionnelles, si on veut. oui, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment un aspect performatif ou de performance, si on veut, dans un slam et dans le spoken word. Et je sais que moi, personnellement, quand j'écris, euh, le processus d'écriture est très différent quand on compare un poème qui va être lu juste par un individu de façon privée, tout seul, et un texte qui est écrit exprès pour être performé, parce qu'il y a la cadence, il y a le rythme, il y a un choix de mots, il y a des jeux de mots particuliers, donc c'est très, très différent. Est-ce qu'on peut euh, catégoriser le slam euh, ou le spoken word, parce que c'est un genre littéraire, mais c'est une forme de poésie orale, c'est une performance. Il y a un élément de public aussi. C'est sûr que une chose qui m'a surpris quand j'ai commencé à faire du spoken word, c'est l'interaction du public. Euh, et si je me trompe pas, c'est une des choses qui m'a marqué euh, au slam francophone
auquel j'ai assisté qui avait beaucoup, beaucoup d'activités du public et beaucoup d'interactions, ce qui était super, super intéressant. Ah oui, eh bien pour avoir baigné dans les deux scènes, si on veut, je trouve que comparativement, la Ligue francophone, la Ligue anglophone est beaucoup plus participative d'un point de vue public. OK? Je trouve que c'est beaucoup plus dynamique. Tandis que dans la Ligue francophone, il va y avoir les finger snaps, Mhm. il va y avoir les applaudissements à la fin et au début, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a un certain décorum qui est maintenu, qui découle peut-être un peu plus de la conception d'une soirée poésie où est-ce qu'on doit se la fermer et écouter. Mhm. Et je me souviens, je suis déjà allé à des événements francophones où c'était encore pire. Et après être débarqué sur scène, tous les artistes, on se regardait, c'est comme, mais j'ai complètement foiré ma performance, là. Il y avait zéro réaction. Mhm. Mais visiblement, les gens semblaient apprécier, mais ils étaient juste tellement habitués à comme, chut, 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 Ouais. on est en train de lire de la poésie. Gardez ça silencieux. C'est comme, non, non, s'il te plaît, interromps-moi si tu trouves ça drôle ou si t'es comme, oh non, le choc. Fais-le savoir. Ça donne l'énergie à l'artiste, puis l'artiste peut te le redonner après quand le monde embarque avec toi dans l'expérience. Mhm. Ouais. Des fois, il faut juste une personne qui réagit, puis ensuite, ça entraîne une réaction plus générale. Mais j'ai remarqué ça. Toi et moi, les deux, on a performé, puis on a travaillé aussi avec des élèves, avec des étudiants au secondaire. Puis là aussi, pour les élèves, le slam, le spoken word, c'est pas quelque chose de super populaire, de super bien connu, surtout au niveau des jeunes. Je dirais des jeunes anglophones. Il faudrait que je spécifie. Est-ce que c'est pas la même chose dans le milieu francophone? Dans le milieu francophone, ça fait plusieurs années que certains de mes confrères, consoeurs de slam, si on veut, qui font des ateliers, et ça semble être quelque chose qui se popularise beaucoup. À cause que les profs de littérature au secondaire ou quoi que ce soit semblent apprécier cette approche un peu plus moderne, si on veut, à la littérature, à piquer l'intérêt à certains élèves plus que... bah, moi, j'aime bien aimer les ligas, mais c'est pas pour tout le monde. Donc, ça Mhm. vient rajouter un petit peu de dynamisme dans l'enseignement. Ça fait que ça, je pense que ça prend un peu plus de popularité d'un point de vue académique. Donc, est-ce qu'il y a, dans ton expérience, qu'est-ce que tu as eu des publics de personnes plus jeunes qui étaient plus dynamiques que, disons, des adultes à des soirées de poésie? Est-ce qu'ils savent interagir avec l'artiste ou avec la performance? Ben, à vrai dire, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas nécessairement la préconception qu'il faut être tranquille. Donc, je me souviens des fois, mais une fois en particulier, je suis parti sur une rafale de rimes. Et pour mettre en contexte, je suis capable de débiter à une vitesse un peu étourdissante des fois. Et dans un contexte de soirée slam standard, c'est où est-ce que je vais surtout avoir le droit à des commentaires comme «Oh mon Dieu, ça va l'air beau, mais j'ai rien compris». Tandis que dans le contexte avec les étudiants, j'avais pas fini ma rafale de rimes que ça s'excitait déjà dans la foule, un peu comme un show rap. Wow. J'étais comme «There we go». C'est comme ça que normalement que je m'attends à ce que ça réagisse. Mais c'est ça, l'attente dans une scène slam est quand même différente et je pense que l'attente entre la scène anglophone et francophone sont très différentes parce que je m'étais jamais fait gueuler autant d'encouragement que quand on était allé justement dans la Ligue anglophone, dans les finales de slam, je me souviens plus c'est quoi l'acronyme, mais CFSW, merci. Donc c'est ça justement. Canadian Festival of Spoken Word. Ouais. There we go, thank you very much. Mais c'est ça, quand on montait sur scène, tout le monde se faisait gueuler des mots d'encouragement. C'est comme «Ah ouais, t'es capable», or, you know, «You could do it, speak your truth». Tandis qu'en français, c'est comme «Oh, oh, 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 oh. On tape des mains, puis c'est dur de convaincre le monde. C'est comme «Non, non, tu tapes juste, tu tapes des mains juste, qu'est-ce que la personne arrive sur scène, et là, tu peux te calmer». Ouais. Et après ça, tu te réénerveras quand il dira ou elle dira quelque chose d'intéressant. Ouais, ça m'a surpris aussi d'aller à Guelph en 2018 pour le Festival canadien du Spoken Word et de voir à quel niveau la foule, le public parlait fort, criait fort. C'est sûr que dans des moments plus sérieux ou plus sobres, dans un texte ou une performance particulière, il y avait des réactions tout de suite. Il y avait des finger snaps, il y avait même des personnes qui criaient quand je pense, je me rappelle une performance, je pense que c'était la première, puis nous, notre équipe Throw avait ouvert la première soirée, le premier tour. Puis il y avait des cris, puis ça me déstabilisait. J'ai dit, oh my God, il y a des personnes qui réagissent au texte, puis je vais perdre le fil, puis ça va mal aller, puis on va avoir un score super mauvais, puis ça va être toute ma faute. Puis en fin de compte, ben, il faut aussi se relaxer à un moment donné.
dans des slams. Oui. Mais c'est sûr que ça aussi, ça m'a surpris le niveau d'interaction et de dynamisme du public anglophone. Puis je me rappelle, c'était un slam, une compétition canadienne bilingue, et on s'est arrangé pour que tes textes en français soient traduits en anglais et présentés à l'aide d'un projecteur. Donc ça a été intéressant en tant que membre de ton équipe qui avait assisté aux pratiques, à nos sessions d'équipe de préparation, de voir ce processus. Et je me demandais de ton bord comment ça a été de voir tes textes traduits ou de les traduire et ensuite d'avoir cette expérience très bilingue de performer en tant que slammer, en tant qu'artiste de spoken word, devant ce grand public très dynamique, disons. Eh bien, je te dirais que c'était quasiment plus rassurant d'avoir le texte traduit en arrière de moi, surtout dans ce contexte-là. Et encore merci aux autres membres de l'équipe, et t'incluant, je crois, qui m'avaient aidé à traduire le tout, parce que c'est une affaire de traduire français-anglais, mais ensuite pour les métaphores ou les doubles sens, ça devient, c'est un défi quand même impressionnant. Étant donné le dynamisme puis l'accueil de la foule, j'ai eu plus de fun à performer mon texte sans devoir me soucier de la compréhension. À cause qu'en français, j'aurais pas le choix de ralentir ou de pas exagérer, si on veut, des fois certains passages pour être sûr que ce soit bien compris. Tandis que là, j'y arrivais quasiment avec la certitude que j'allais pas être compris si c'était pas de la traduction. Fait que la performance était séparée du sens, avec que je pouvais plus facilement me laisser aller et me faire du fun, puis quand même voir les gens réagir quand même assez synchronisé avec ce que je disais en le lisant en arrière de moi. Et ça faisait quand même un bon back and forth avec le public. C'était le fun. Est-ce que c'était la première fois que la traduction avait joué un tel rôle dans ta pratique? Oui, ça oui. OK. Puis ça me fait penser aussi, bien sûr, aux enjeux de la langue et de la culture. Dans les scènes littéraires, on commence, dans les scènes littéraires et culturelles anglophones, francophones à Montréal, c'est sûr que on a quand même, nous deux, des backgrounds un peu différents. On est les deux bilingues, mais moi, je me considère comme anglophone bilingue qui écrit presque toujours en anglais. C'est sûr que j'essaie d'expand un peu, d'approfondir un peu ma pratique, puis d'écrire dans les deux langues ou les trois langues, parce que c'est sûr que ce serait pas idéal que mes grands-parents puissent comprendre mes textes sur l'identité queer, puis la culture italo-canadienne, etc., etc., mais ce serait pas mauvais qu'il y ait une expansion du public dans ce sens-là. Mais c'est intéressant en tant que membre de la communauté anglophone qui a toujours été, euh, qui a vécu une immersion, disons, dans la communauté anglophone. Euh, Quand on regarde un peu le tout, la communauté anglophone au Québec, dans un contexte québécois, est très petite. On la considère comme étant une minorité. Et c'est une perspective intéressante étant à Montréal, où est-ce qu'on peut dire c'est vraiment une ville bilingue. Oui. On s'entretient avec les autres. Les chances qu'on parle en anglais ou en français, c'est sûr, ça dépend de l'individu, puis de l'environnement, puis de la communauté. Mais on peut s'attendre à ce que beaucoup de personnes soient bilingues, puis qu'elles parlent dans les deux langues. Puis, je me demande, c'est quoi ta perspective là-dessus quand on regarde la littérature et le spoken word et le slam? C'est quoi les enjeux particuliers et les différences entre la communauté littéraire anglophone et la communauté littéraire francophone? C'est sûr que c'est un grand sujet, on peut l'explorer un peu à la fois, mais c'est sûr que j'y avais pas trop pensé avant qu'on se rencontre, puis avant que je commence à citer à un slam ou à d'autres soirées de littérature francophone. C'est quand même un peu une bulle, la communauté anglophone, puis la scène littéraire anglo à Montréal. À Montréal, oui. Mais en même temps, je trouve qu'il y a. Parce que, ultimement, le slam est parti des États-Unis avec Mark Smith et tout. Et je trouve qu'au-delà de la littérature, des fois, il y a aussi des mœurs, si on veut, ou des habitudes qui, sans nécessairement être limitées
par la barrière du langage ou quoi que ce soit, mais qui vont tout simplement avoir été inculqués de manière différente. Comme par exemple le décorum de silence dans le milieu francophone. Ça découle peut-être un peu plus de justement la popularité avant, si on veut, des soirées, pas pour faire du shade aux soirées poésie, mais justement, étant quelque chose de très commun, c'était normal de justement se tenir tranquille, écouter, applaudir, ha 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 ha, et tu continues ta vie. Tandis que dans la scène anglophone, avec Mark Smith, qui a fait beaucoup de vagues, puis qui a commencé le tout dans le slam, ça a rajouté justement une espèce de côté dynamique et certaines manières de percevoir les choses, comme je sais que dans la Ligue anglophone, justement, à Montréal, ou bilingue plutôt, sont justement ouverts à tout le monde. Tandis que dans la Ligue francophone, euh, du, je dirais influencé par l'histoire et tout, et notre position au Canada, il faut que le texte soit, je crois, 70% en français. Ah oui, Oui. OK. C'est qui établit ces normes? Et Est-ce qu'il y a un conseil administratif ou un groupe de personnes seniors qui décident? Parce que c'est quand même, c'est un standard important, oui, à vrai je dire, dirais. c'est. Là, j'y vais de mémoire et de souvenir parce que moi, je suis arrivé dans la Ligue francophone, je pense que c'est sa deuxième itération, la deuxième année. Et à la base, je crois que c'était entre Montréal et Québec. Donc, on avait Ivy et André Marceau à Québec. Et chaque secteur, chaque région qui participe au Grand Slam, qui est la finale québécoise provinciale, a un slamestre qui représente. Donc, tous eux autres, c'est eux qui gèrent justement tout le côté organisation. Autant pour les événements, autant pour savoir combien de compétitions, de soirées compétitives il doit y avoir au courant de l'année pour ensuite avoir droit aux demi-finales, aux finales et se qualifier pour la finale provinciale. Donc, tout le côté un peu plus professionnel de la chose, organisationnelle, sont gérés par les slamestres. Les slammeurs ont jamais, et les slammeuses n'ont pas nécessairement la langue dans la poche, mais n'empêche, c'est eux qui ont le mot final dans le contexte de la LIQS, qui est la Ligue internationale de Québec du slam. Le I veut dire quelque chose, je suis sûr, c'est pas iguane. Est-ce que le spoken word et ou le slam, c'est une forme d'activisme? Ça peut l'être. Je trouve que it's a medium. Tu peux Mhm. l'utiliser pour être très outspoken. Puis dans la ligue anglophone, c'est où est-ce que j'ai vu que c'était à l'avant-scène, l'activisme, je crois. Oui. Dans la ligue francophone, j'ai l'impression que ça tend vers ça en ce moment. Et il y a toujours eu quelque chose, justement, d'être sur scène puis déclamer, de vouloir revendiquer ou vouloir faire miroiter sa réalité afin que le monde puisse plus comprendre. Mais j'ai l'impression qu'avec l'évolution de la société puis avec l'évolution des mentalités, euh, ça s'est popularisé, si on veut, de vouloir stand for something. Oui. Ça, c'est une autre chose qui m'a surpris à Guelph et à Throw au fur et à mesure qu'il y a eu des slams, qu'il y a eu des compétitions. Oui, comme tu as dit, qu'on met de l'avant des textes ou des œuvres ou des idées qui prônent un élément de la justice sociale, disons. Puis c'est là aussi, puis je l'ai vu un peu moins dans la communauté francophone avec la perspective minime que j'ai eue, mais aussi dans des conversations qu'on a eues ensemble. J'ai pas trop l'impression qu'il y a le même élément de trauma Olympics dans la scène francophone. Puis c'est quelque chose que j'ai remarqué à Throw et aussi dans mon travail en tant qu'éducateur en art qui fait du spoken word avec des jeunes. Il y a tellement de textes durs et lourds et personnels qu'on peut explorer par le biais de la poésie. Et ça, je l'ai vu à Guelph en particulier. Puis c'est sûr que ça fait partie de la culture parce qu'il y avait plein de standards et de plans pour certaines éventualités. Si tu te sens triggered, si tu te sens mal, si tu as un malaise, s'il y a un texte qui parle d'un sujet sensible ou particulier, puis il y en a plein, euh,
il y a une salle noire, silencieuse où est-ce que tu peux te reposer. Il y a des, comme on dit en anglais, des active listeners qui peuvent t'aider à faire passer au travers d'émotions dures. Puis, il y a un élément là d'entraide et de s'occuper les uns des autres. Mais une question qui me revient toujours à l'esprit, c'est en tant qu'artiste, en tant que personne qui monte sur scène, comment est-ce qu'on peut être authentique et speak your truth et raconter notre réalité sans nécessairement traumatiser le public si on parle de choses dures comme du racisme, comme du viol, comme de la discrimination, si on est issu de la diversité ou on est membre d'un groupe minoritaire, il y a beaucoup d'expériences dures, traumatisantes, difficiles. Comment, à ton avis, est-ce qu'on peut être artiste responsable sans se responsabiliser pour les émotions de notre public? Et c'est quelque chose qui me vient à l'esprit souvent. Comment est-ce que je peux parler ou performer un texte authentique qui parle de choses dures sans avoir un impact trop négatif sur un public et sans non plus me censurer? Ça, c'est une question qui, puis je pense, avec le fil des années, puis les mouvements qui se sont créés et de revendications et de... Je pense par exemple les trucs comme le Me Too et tout, certaines conversations ont été mises à l'avant-scène de manière plus prédominante. Euh, et surtout, et moi la réflexion c'est comment a commencé surtout après mon expérience dans la Ligue anglophone et à Guelph. Puisque justement toute l'idée des active listeners, puis des safe space et des trigger warnings, c'était pas quelque chose qui était commun du tout dans la Ligue francophone. Et là, je dirais avec la nouvelle vague de slammers et de slammeuses, par exemple, quelqu'un veut organiser un open mic ou quoi que ce soit, c'est un peu libre à tous de faire comme bon leur semble. Et certaines personnes, justement, vont préconiser les trigger warnings ou quoi que ce soit, mais c'est quand même pas un standard dans les événements. Et c'est où est-ce qu'à un certain point, euh, pas pour tout mettre sous la bannière de c'est une licence poétique ou quoi que ce soit, je pense que tout le monde est responsable euh, de ce qu'il dit. Euh, Tu le sais c'est quoi ton intention et tu le sais quand tu le mets sur papier, ensuite tu vas le performer sur scène. C'était quoi l'idée en arrière de tout ça? Et je peux comprendre, et on ne peut pas être aveugle à l'impact que ça va avoir sur le public, puisque le public est une partie intégrale de l'expérience. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus se faire à croire qu'on est responsable de l'interprétation du public. Et quand ça vient à Ouais, c'est l'art, et ça. ça peut être le slam, ça peut être l'humour, il y a eu le cas Mike Ward, justement, qui a eu un verdict récemment. Euh, Quand c'est ouvert à interprétation, c'est où est-ce que ça devient très difficile et c'est où est-ce que personnellement, je trouve que c'est un petit peu difficile de pouvoir garantir un safe space parce que ne connaissant pas tout le monde personnellement et ne sachant pas qu'est-ce qui pourrait trigger quelqu'un ou un autre, je veux dire, dans la Ligue francophone, même s'il n'y a pas cette mentalité-là, quelqu'un monterait sur scène et commencerait à faire du gros hate speech, ça t'offrait pas du tout, obviously. Ouais. Mais après ça, quand c'est quelque chose comme souvent ça va parler par exemple de suicide ou de dépression ou des sujets lourds comme ça, euh, quand ça va arriver dans la ligue francophone, euh, rien n'est spécifié. Tu sais, comme par exemple, dans la ligue anglophone, il y avait beaucoup de if you don't feel comfortable or if you need to retreat or whatever. Justement, il y a des salles pour ça. Dans la ligue francophone, je me souviens, il y a une fois, il y avait un slammer qui faisait justement un texte très lourd et une amie à moi, c'est venu la choquer. Et elle s'est tout simplement levée, elle est allée à l'extérieur. Je lui ai laissé son espace, je suis sorti, je suis allé voir pour être sûr si c'était correct, si elle avait besoin d'extérioriser quelque chose. Une fois que le texte était fini, elle est rentrée et on a continué la soirée comme si de rien. Même moi, personnellement, et là, c'est où est-ce que ça devient très anecdotique, mais quand c'est un sujet lourd, même si moi, j'étais pas nécessairement dans une position particulièrement heureuse dans ma vie, je le savais que c'était l'histoire de la personne qui performait. Donc, c'est triste, mais c'est jamais venu me rendre triste pour moi. Ouais. Donc, j'étais capable de faire la différence, la part des choses entre les deux.
Et des fois, il y a des choses qui sont très dures à entendre. Et je crois qu'à un certain point, si dans le milieu slam, vu qu'on veut démocratiser la poésie et on veut souvent, je ne sais pas si c'est le même standard dans la scène anglophone, mais dans la Ligue francophone, ils veulent souvent avoir des juges néophytes, donc qui s'y connaissent absolument pas en slam, juste vas-y avec le feeling. Dans cette mentalité-là, si on veut, at large, rendre les choses claires comme quoi c'est un endroit où des sujets là peuvent être abordés, je crois que c'est quelque chose qui est intéressant, qui pourrait être débattu et qui serait très valide. Mais quand ça revient à chaque artiste individuellement de devoir juger si oui ou non son texte mérite un trigger warning, c'est où est-ce que ça devient très difficile. Parce que même personnellement, même si tu sais que ton texte est dur ou quoi que ce soit, ça peut être une métaphore, ça peut être une figure de style quelconque pour exprimer une idée qui n'est pas nécessairement noir sur blanc, qui va être au deuxième degré ou quoi que ce soit. Donc, de remettre ça à chaque artiste, ça devient très difficile. Je suis d'accord Mais avec je peux toi. comprendre le besoin. Oui, je suis du même avis. Je pense que euh, c'est quelque chose de... Je pense que les artistes qui, justement, qui donnent des trigger warnings, puis qui pensent à leur texte, puis qui peut-être ont passé peut-être beaucoup de temps, peut-être pas beaucoup de temps, mais au moins un minimum de temps pour décider est-ce que ça vaut la peine d'avoir un trigger warning ou non. C'est quelque chose que je comprends et que je respecte. Je n'ai jamais personnellement attaché des trigger warnings à un texte que j'ai écrit ou que j'ai performé. Pour la plupart, j'ai participé à des soirées de slam ou de spoken word où est-ce qu'il y a eu un trigger warning général au début. Donc, c'est intéressant que tu parles de la scène francophone, que tu dises que c'est comme, c'est quelque chose qui est sous-entendu, qui est compris. S'il faut que tu quittes, puis tu reviens. It's not a big deal. Tu fais ce que tu faut pour t'occuper de toi, puis il n'y a personne qui va te crier dessus pour dire comment ça se fait que t'es parti, c'est un manque de respect, etc., etc., etc. Euh, je suis d'accord avec toi, ça devient difficile si on demande ou si on s'attend à ce que chaque artiste attache des trigger warnings à ses textes. Je pense que c'est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui s'y connaît ou le slam master ou la personne qui anime la soirée, de dire le spoken word, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être lourds. On est dans un espace sûr, un safe space. Vous prenez soin de vous. Mais sachez que si vous êtes propice à des émotions fortes ou des sensations fortes, ou si vous êtes sensible à certaines choses, pas prenez garde, mais prenez garde un peu. Cela étant dit, je n'ai jamais attaché de trigger warning à mes textes. Si, par contre, il y a quelqu'un dans ma vie qui est une personne racisée ou une personne queer qui m'ont dit, je veux te dire que tu n'étais pas au courant que ce mot particulier a une connotation, une définition particulière dont tu n'étais pas au courant. Et je veux te dire, en tant qu'ami euh, qui, euh, qui est affecté par ce choix de mots ou cette phrase, euh, je veux que tu sois au courant et que peut-être tu penses à changer la phrase ou à changer le mot. Euh, Puis j'ai eu des discussions avec d'autres personnes qui étaient des artistes, qui n'étaient pas des artistes. Ah ben tu sacrifies l'identité de ton texte pour, euh, pour apaiser des personnes que tu connais pas trop bien, etc., etc. C'est une lâcheté artistique de ta part. Il y a eu quand même des conversations intéressantes. Si quelqu'un me dit, moi j'ai eu un sentiment particulier en lisant ton texte ou en écoutant ton texte et je veux que tu saches, j'ai le droit de ne pas m'intéresser à ça et de faire ce que je veux. Mais si quelqu'un prend le temps de me dire, j'ai eu un tel sentiment euh, et voici mon opinion, tu fais ce que tu veux, je ne refuserai jamais au moins d'y penser. Est-ce que ce mot euh, qui a des qui a une histoire particulière dans une communauté racisée ou dans une communauté queer ou dans euh, une section particulière de la communauté. Je pense par exemple au mot boy, boy, B-O-I, euh, qui a été d'un bord utilisé par des communautés lesbiennes jusqu'aux années 1060-1070
mais aussi par des communautés noires. Donc, il y a une discussion à l'intersection de ces deux sphères, de communautés lesbiennes, de communautés noires. Qui est-ce qui a le droit d'utiliser le mot boy écrit B-O-I? Are you a boy lesbian? If you're not, do you have the right to use that word, knowing how that word has evolved and the impact that it has on other communities? Est-ce que tu peux te permettre de l'utiliser juste comme ça, flyer, casual? C'est sûr qu'on veut pas censurer. We don't want to police words or who can use which words. But c'est sûr qu'il y a des limites, puis il y a des limites, évidentes. Il y a certains mots qu'on ne dit pas si on ne fait pas partie de certaines communautés, à mon avis. Mais je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je trouvais ça intéressant, l'exemple de boy, parce que ça, c'était pas. Je sais pas si je suis pas censé le dire, je suis désolé si c'est le cas, mais je le savais vraiment pas. Mais dans la communauté afro-canadienne, si on veut, ça serait quoi la connotation? Est-ce que tu es au courant? C'est juste des mots qui... C'est un mot qui a été utilisé dans les communautés noires après, disons, après les années 60-70. Donc, c'était un mot qui était plus souvent utilisé par des personnes dans la communauté afro-américaine pour se référer l'un à l'autre. Donc, ça passait plus d'un terme queer Ok. à un terme, si on pense au African American vernacular, ça rentrait un peu plus dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ces discussions. Donc, c'est vraiment Ok, c'est ça intéressant. l'histoire, ouais. Mais merci, je me coucherai moins stupide. Je trouve. Ah, je le savais vraiment pas, j'étais comme. Ah. Dans le contexte d'une soirée slam où est-ce que justement les juges sont pris aléatoirement et souvent idéalement des néophytes et tout, ça l'instaure le climat où est-ce que les gens, du moins à mon point de vue subjectif, sont très ouverts à vouloir partager avec toi par après. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir par après pour commenter sur un texte ou un passage ou émettre leur opinion ou leur émotion face à une performance que j'ai pu livrer. Et je pense pas qu'une licence poétique ou une licence créative euh, will shield the artist from criticism. Je pense qu'on doit tout être capable de communiquer d'une personne à une autre. Et ça, c'est important. Cependant, je vois qu'il y a toujours un slippery slope où est-ce que les gens vont faire des fois du virtue signaling. Ou justement, des fois, des personnes qui sont pas nécessairement touchées par un mot ou un propos ou quoi que ce soit, s'indignent à la place des personnes qui pourraient peut-être Oui, potentiellement être offusquées. Et ça effectivement. devient très compliqué. Puisque moi, je suis ouvert à la conversation. Si quelqu'un vient me voir en toute bonne foi après une performance et aimerait discuter avec moi, je suis pas un animal, je vais pas le mordre. Non, je suis intéressé à jaser avec toi, tu as l'air sympathique. Tu veux me faire réaliser que peut-être un passage, un mot, ou une tournure de phrase peut être perçu comme étant problématique ou quoi que ce soit. Moi, j'aime ça le savoir. Je veux dire, c'est des connaissances de plus. Et ensuite, ce sera à moi, en tant qu'artiste, de savoir si, dans le contexte de mon texte, euh, ça nécessite, oui ou non, un changement, maintenant que j'ai cette nouvelle information. Mais de là à penser que quelqu'un est capable de juste mettre son pied à terre et te prêter une intention ou présumer que la manière que tu vas utiliser un mot est foncièrement péjorative ou négative ou quoi que ce soit, c'est où est-ce que ça fait que le dialogue est très murky. Ça rend les choses très difficiles de pouvoir communiquer d'une personne à une autre. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'en tant qu'être humain, on pourrait juste être capable de calm down sometimes. Ou est-ce que, justement, si tu y vas, puis tu vas déjà projeter ton intention, ton interprétation, ton quoi que ce soit sur l'artiste, sur un humoriste, sur n'importe qui, vraiment, c'est où est-ce que ça rend l'échange d'idées très compliqué, puisque tu vas être beaucoup plus dans ta tête à penser, à vouloir être sûr que ton point est bien compris, plutôt que de s'intéresser à ce que l'intention aurait pu être en arrière du texte, malgré ton interprétation subjective. Puisque c'est normal qu'on soit au centre de nos propres réflexions à un certain point, on a toutes nos expériences de vie propres à nous, and I won't fault anyone for that. Cependant, quand ça arrive avec une certaine animosité,
c'est où est-ce que ça commence à vouloir refermer les portes. Si tu veux pas nécessairement entendre de nouvelles informations que cette personne pourrait t'amener, qui pourrait te pousser à vouloir reconsidérer comment tu formules ou non un texte, si elle arrive déjà, you know, arms blazing and ready to rip your head off. C'est comme, Ça devient c'est difficile. compliqué. Ouais. Et je comprends l'intégrité du texte à un certain point. Moi, je suis quelqu'un qui va vraiment choisir chaque syllabe, chaque mot de manière très pointue. Et si on me demandait de changer un mot dans la structure mélodique, si on veut, du texte, ça va me poser un problème. Mais si le raisonnement en arrière me semble justifié, je veux dire, il y a du vocabulaire tout plein. Comme si je sens le besoin de le changer, je vais le changer. Mais cette décision-là me revient. Et qu'est-ce que je trouve dommage, c'est qu'à un certain point, certains des textes qui pourraient être un peu plus edgy, si on veut, j'osais plus faire pendant un certain temps. Puis même à ce jour, je suis pas encore sûr. Parce que je suis trop conscient que malgré mon intention, on va m'en interpréter une. Oui. Et mon but, c'est pas de blesser. Mon but, c'est pas d'aller raviver la flamme d'un trauma passé ou quoi que ce soit. Absolument pas. Je suis pas comme ça en tant qu'être humain. Mais j'ai des goûts artistiques particuliers. J'aime ça le métal, l'imagerie sombre des fois. Et si une image peut aller susciter une réaction négative chez quelqu'un, est-ce que c'est possible que ça soit pas ça l'intention et que je puisse quand même le faire sans qu'on me prête cette intention de prime abord? Oui. C'est un discours super intéressant parce que ça me fait penser à la phrase anglophone impact versus intent. Puis c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les cercles activistes, je dirais, qu'on ait une intention particulière et elle peut être positive, elle peut être pure, elle peut être, comme tu as dit, qu'il n'y ait pas d'intention négative d'aucune forme, mais que l'impact ne corresponde pas à l'intention. Et je pense que c'est dommage que beaucoup de personnes qui sont issues de la diversité, qui sont dans des communautés marginalisées, soient dans une position constamment d'éduquer des personnes plus privilégiées. Je pense que c'est une réalité euh, euh, une réalité défavorable qu'on ne voudrait pas voir. Et je pense que c'est de là que vient une certaine animosité. C'est sûr que si je parle avec un allié cis straight de 60 ans ou plus qui utilise le mot transsexuel et que moi, en tant que personne trans non-binaire, qui a des amis trans non-binaires, qui est vraiment, qui fait partie de la communauté, qui est actif dans la communauté, qui connaît bien le vocabulaire, c'est sûr que et surtout si on est une personne trans ou non-binaire qui a été ou qui va être très affectée par le projet de loi 2, par exemple, je comprends Oui. qu'on soit tanné que d'autres personnes qui ont plus de temps, d'énergie et de privilèges que d'autres n'aient pas pris le temps de s'éduquer. Je peux comprendre cette colère, cette animosité, ce sentiment d'être tanné que il faut toujours qu'on s'explique. Il faut toujours qu'on explique, par exemple, le stéréotype de la femme noire fâchée. Euh, et c'est dommage que c'est forcément des personnes noires, des femmes noires qui ont été accusées d'être des femmes noires fâchées qui s'y connaissent le plus. Et donc, si on veut être de bons alliés, il faut qu'on travaille. Et c'est dur des fois quand puis on existe tous, on vit tous des intersections d'âge, de statut socio-économique, de couleur de peau, d'orientation sexuelle, d'identité ou d'expression de genre. Euh, En ce qui concerne les cercles activistes ou les cercles artistiques, c'est dommage que on est toujours dans une position à demander pourquoi est-ce que ça t'a blessé. Et des fois, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que si on ne comprend vraiment pas la première personne à qui on va s'adresser, c'est la personne, la personne qu'on a blessée. Et c'est une situation difficile et particulière. Je comprends si j'utilise un terme qui n'est pas approprié ou dont je ne connais pas l'histoire, que quelqu'un vienne me voir après une performance et me dit « Je suis fâché contre toi, tu m'as blessé avec ce mot. » J'arrive pas à croire que en tant que personne privilégiée, par exemple,
que tu n'aies pas fait tes recherches, que tu n'aies pas pensé à ça. Donc, je peux comprendre cette animosité ou cette colère issue de toute une vie de marginalisation et de discrimination. Ça se comprend. Mais je comprends aussi ton point, le fait que le dialogue et la conversation soient nécessaires. Donc, on revient toujours à la question, comment est-ce qu'on peut être des alliés, être des artistes responsables, des activistes, si on veut, responsables, sans toujours dépendre de nos collègues, nos amis, nos artistes moins privilégiés que nous, sans dépendre sur eux pour nous éduquer. C'est un équilibre très fragile, très difficile. C'est sûr qu'il y a personne qui aime qu'on se fâche contre eux, Non, évidemment. mais aussi, il y a personne qui aime devoir constamment éduquer d'autres personnes. C'est sûr qu'il y a des personnes dans ma vie, par exemple, qui ne comprennent pas pourquoi le projet de loi 2, c'est un big deal. Pour moi, ça a toute une allure que des personnes trans non-binaires soient forcées à avoir des chirurgies pour confirmer leur sexe et qu'on puisse savoir à partir de leur carte d'identité quels sont leurs organes génitaux. Je comprends pas, toutes les personnes trans veulent transitionner, puis je comprends pas pourquoi ça remet en arrière les droits des personnes trans. C'est un recul de 15 ans. De demander à une personne trans de l'expliquer, ce serait injuste et ce serait une forme de discrimination, je dirais. Mais si ma grand-mère de 90 ans qui n'utilise pas l'Internet veut comprendre, c'est qui d'autre qui va lui expliquer? Donc, c'est une situation très particulière. Eh bien, c'est où est-ce qu'il y a plusieurs facettes au problème que je trouve quand même intéressant, parce qu'à un certain point, je crois qu'en tant que société, pour pouvoir bouger de l'avant, il faut évidemment qu'il y ait des changements. Et je crois autant qu'il peut y avoir des changements organisationnels, politiques, autant dans l'éducation, afin justement que ce devoir d'éduquer-là, justement, ne repose pas nécessairement sur les minorités concernées. D'un autre côté, et c'est pas pour être inutilement cynique ou quoi que ce soit, mais étant donné la situation actuelle dans laquelle on vit, si on continue à procéder avec l'idée que le monde est juste, on n'avancera pas. Je pense, you have to be the change you want to see in the world. Et malheureusement, est-ce que c'est juste que ça revient justement à quelqu'un qui peut représenter une certaine faction de la population, de devoir toujours clamer sa vérité ou toujours devoir s'expliquer? Non, absolument pas. Mais jusqu'à ce qu'un changement concret puisse être établi et prendre forme socialement, malheureusement, ça revient un peu par défaut à ces personnes-là qui sont beaucoup plus concernées par cette réalité-là. De mon côté, il y a beaucoup de choses, par exemple, si on explore, par exemple, le monde trans, non-genré et les pronoms différents et les identités de genre, c'est quelque chose avec lequel j'étais absolument pas familier. Et quand c'est finalement tombé sur mon radar, j'ai pris le temps d'aller vérifier pour essayer de m'éduquer sur le sujet parce que je suis comme, OK, moi, je sais absolument pas rien à ces propos-là. Ça semble être important pour plusieurs personnes. Je pense que ça serait le fun que je puisse prendre ce temps-là. Mais malgré ça, ça reste très... C'est dur de relate cette information-là et de pouvoir l'internalize sans nécessairement avoir quelqu'un qui puisse aussi t'aider à le comprendre puis le mettre en perspective. Ce qui rend la chose très compliquée. Je pense pas qu'il y a de solution facile à ça. Même en tant qu'allié, et je suis pas en train de m'étiqueter moi-même en tant qu'allié, mais je veux dire, quelqu'un qui se considérait un allié ou qui tient à ces causes-là, c'est dur de savoir sur quel pied danser nécessairement parce que c'est évident que c'est pas nécessairement ton combat, mais ça peut être un combat qui est important quand même pour toi en tant que personne, juste d'un point de vue empathique. Cependant, ta voix ne sera pas la voix dans le mégaphone, et ça, c'est parfaitement correct. Mais ensuite, quand tu vois certaines personnes qui ont le mégaphone nécessairement, c'est aucun individu représente tout le mouvement. Et c'est où est-ce que ça commence à être un peu plus compliqué des fois. Je veux dire, je sais qu'il y a eu la controverse, ongoing controversy avec Dave Chappelle.
Et il y a Oui. beaucoup de conversations qui ont lieu présentement. Et moi, je pense que la conversation est intéressante. Est-ce qu'il y a certains blind spots à Dave Chappelle? Oui. Est-ce qu'il y a une opportunité, comme if we could turn this into a teachable moment, c'est où est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose parce que justement, il y a une très grosse plateforme. Et si on est capable de rejoindre autant de personnes, même si c'est parti un peu maladroitement comme conversation, ça peut quand même être une conversation qui est bénéfique. Mais très souvent, de tous les bords, je vois beaucoup de personnes clamer l'empathie comme étant une espèce d'idéologie sociale, mais cette empathie arrête aussitôt que c'est quelqu'un qui est pas comme toi. Et ça, c'est Mhm. un petit peu disheartening. Puisque c'est Mhm. très facile de voir en quoi, oui, il faudrait être plus empathique. Et je pense que généralement, en tant que société, entre toi et moi, et tous les gens qui peuvent écouter, c'est important d'être empathique, mais il y a beaucoup de personnes justement qui vont buter à un certain point, qui vont arrêter, ou est-ce que c'est comme, ah, là c'est venu chercher quelque chose d'un peu plus primal, un peu plus émotionnel, c'est venu te trigger ou quoi que ce soit, ce qui est 100% valide. Mais c'est où est-ce qu'après ça, justement, cette communication-là, afin de pouvoir faire évoluer la situation, sera pas nécessairement la plus évidente. Mhm. Oui. Puis je pense que c'est là qu'on fait appel à des alliés. Parce que tu as raison. Euh, je pense qu'il faut qu'on se pose la question, s'il y a quelqu'un qui est trigger par une performance de Jeff Chappelle ou par un texte qu'on a écouté lors d'une soirée de poésie ou d'un slam ou une soirée de spoken word, s'il y a cet arrêt d'empathie, moi, je me poserais la question, ben pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de sa personne pour qu'elle soit au bout de son rouleau et pour qu'il y ait plus de ressources, pour qu'il y ait plus d'empathie? Et je pense que presque dans chaque cas, il y aurait une explication sociale plus large. Ah, ben c'est parce que cette personne est déjà, on peut dire, activiste ou actif au sein de sa communauté, fait déjà plein d'éducation à chaque jour. À chaque fois que quelqu'un, par exemple, corrige quelqu'un sur ses pronoms, je considère ça comme étant un moment d'éducation. Donc, Mhm. si tu es mégenré toute la journée, à chaque jour, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu frappes un mur puis que tu n'as plus d'empathie à donner. Oui. Et c'est sûr qu'il y a des personnes qui peuvent donner et donner et donner. Ils font leur recharge, ils font leur self-care, ils peuvent continuer à se battre si on veut. Mais je pense que c'est là qu'on fait appel à des alliés pour qu'ils prennent un peu la relève et qu'ils disent, je suis fatigué, je suis fâché, je sais que, comme tu dis, il faut de l'empathie, il faut qu'il y ait des discours, il faut qu'il y ait du dialogue, mais il y a des limites à des ressources pour les membres de ces communautés-là. Donc, c'est pour ça que je Oui. pense, dans les scènes ou dans la scène de spoken word anglophone, c'est le premier, la première communauté artistique où est-ce que j'ai pu me sentir à l'aise en tant que personne queer, en tant que personne non-binaire. Et c'est parce que euh, pour une jeune personne anglophone qui écrivait depuis des petits poèmes depuis longtemps dans la cour de récréation, euh, ma première expérience dans la communauté du spoken word, c'était que c'était un environnement super queer. Quand je pense à la scène spoken word anglophone, c'est rare qu'on trouve une personne qui n'est pas queer, qui n'ait pas eu d'expérience avec de la santé mentale qui les a mis dans une situation un peu précaire et qui n'est pas polyamoureux, par exemple. Pour moi, c'est les trois choses euh, qui, qui m'ont sauté aux yeux quand j'ai commencé à m'impliquer dans la communauté. Euh, et c'est là aussi que j'ai trouvé le plus grand nombre d'alliés. Parce que c'est lorsqu'on peut se permettre d'être qui on est qu'on peut voir, OK, voici des personnes qui soit s'identifient à moi ou qui peuvent s'identifier à mes textes ou qui s'intéressent à ces enjeux et qui sont des artistes aussi, qui sont des activistes, qui sont actifs peut-être dans d'autres communautés, mais d'autres communautés adjacentes et qui aient ces intersections dans une seule soirée de slam au KGB ou au Diving Bell ou euh, Mhm. où est-ce que dans dans n'importe quel endroit où est-ce qu'on a ce site physique d'échange et d'art et de poésie, c'est vraiment là que j'ai trouvé des alliés et d'autres membres de la communauté.
Et je pense que c'est pour ça aussi que si on revient à la poésie, à l'art en tant que tel, c'est une façon de communiquer, d'éduquer aussi et de partager. Je ne pense pas que je serais aussi à l'aise avec des termes, avec du vocabulaire, avec certaines réalités, si je ne m'étais pas impliquée dans du spoken word. Parce que juste à part l'aspect compétitif, artistique, il y a tout l'aspect social, il y a tout l'aspect sociopolitique. C'est un acte politique d'être une personne qui n'est pas, qu'on ne peut pas identifier automatiquement comme étant un homme ou une femme, si on reste dans le binaire, de se mettre sur une scène et de parler de son attentat de suicide, par exemple. C'est un acte politique. Mais pour moi, le milieu slam, justement, et je sais qu'il y a des différences clés entre la scène francophone et la scène anglophone, Oui, j'aimerais en mais, entendre plus, justement. mais c'est où est-ce qu'à un certain point, c'est où est-ce que c'est ça? Pour moi, mon interprétation, mon expérience de vie subjective, le milieu du slam, ou juste le milieu artistique aussi, c'est déjà un microcosme. C'est très rare que j'ai vu des gens monter sur scène, performer des textes très conservateurs. Il y en a eu un. J'ai eu un événement à Saint-Fabien. Et je ne vais pas nommer personne, mais il y avait justement un slammer un peu plus âgé qui avait des propos à tenir sur certaines observations sociales, si on veut. Il est comme, ah, moi, je suis une personne cisgenre, je sais pas ce que ça veut dire. Et c'est venu avec une certaine agressivité. Mais c'est rare. Et par après, même étant pas nécessairement quelqu'un qui était directement affecté, je voulais pas non plus faire du virtue signaling, mais Oui, étant quelqu'un qui était un peu plus capable d'être dans le gris dans tout ça, c'est où est-ce que je me suis senti plus confortable, où est-ce que c'est comme, regarde, je peux comprendre le message et le fond de ce que tu essaies d'avancer, mais la forme avec laquelle tu le fais passe pas le message que tu penses que ça passe. Et ça, c'est des conversations qui peuvent avoir lieu. Et en tant que personne cisgenre, si on veut, je sais qu'il y a toute une part de la réalité qui m'a pas été exposée par mon expérience de vie, mais j'ai toujours trouvé ça un peu surprenant, la manière justement à la scène anglophone de faire ces distinctions-là, de créer des safe spaces et tout, puisque pour moi, justement, on pouvait avoir des personnes de n'importe où sur le spectrum, de n'importe quelle représentation minoritaire, culturelle ou quoi que ce soit, et c'était évident qu'ils avaient leur place. oui. C'est à Fallait eux, pas le c'est à nous, dire. c'est à nous tous. Et après ça, à savoir si tu te sens plus confortable ou quoi que ce soit dans un contexte autre où il y a peut-être des personnes qui vont plus facilement être capables de comprendre tes propos ou ton expérience de vie que tu essaies de rapporter, justement, propre à chaque personne. Mais le milieu n'allait pas jamais se fermer à ces expériences différentes-là. Tu voulais partager, puis je pense que c'est ça la beauté du slam. Tu veux partager, tu peux partager. Peu importe t'es qui. Et ça peut être avec une touche d'humour, ça peut être avec une touche un peu plus rap, ça peu importe ton approche, ton expérience, tu as le droit de la dire en dedans de 3 minutes. Après ça, ton expérience de vie est finie. Mais C'est d'où ça la la limite. beauté de la formulation slam 3 minutes, pas d'accessoires. Mais c'est ça l'affaire. C'est où est-ce que je trouve ça un peu disheartening, justement, de voir à quel point. Et je peux comprendre le besoin de devoir stipuler que c'est un endroit sûr. Encore une fois, avec le contexte social dans lequel on est présentement. N'empêche, c'était comme sous-entendu. C'est un peu comme être entre bons amis. C'est tu peux te permettre de faire des jokes un peu plus grivoises ou quoi que ce soit, et savoir qu'il n'y a pas de sous-entendu, qu'il n'y a pas de malice ou quoi que ce soit. Et c'est où est-ce que c'est le sentiment de communauté et de familiarité avec le milieu slam, c'est qu'est-ce qui m'a beaucoup rattaché à ça. Comme avant vraiment d'embarquer sur cette aventure-là, mise en contexte, j'ai 31 ans, j'ai commencé à 18. J'étais un petit gars super gêné. Les exposés oraux, c'était un cauchemar, je voulais absolument rien savoir. J'étais stressé, je me fermais toujours la face. Mais quand j'ai découvert le slam, puis moi qui écrivais justement des petits poèmes, moi aussi, dans mon coin, je suis comme, sans prétention, ça me semble accessible. J'ai envie de découvrir ce monde-là. Et j'ai eu un bon accueil. Euh,
ça m'a juste donné envie justement de vouloir explorer encore plus, puis m'ouvrir à d'autres idées, puis m'ouvrir à d'autres expériences de vie, puis d'autres cultures, et être confortable de communiquer avec toutes ces personnes-là. Et là, de voir une certaine faction qui, bien que valide, vont être en train de mettre des barèmes ou des barrières très définies à savoir qu'est-ce qui peut ou ne peut pas être dit, c'est où est-ce que pour moi, ça va à l'inverse de comment je voyais la chose de prime abord. Parce que ça allait de soi. Et j'ai vu beaucoup plus personnellement de complications au niveau de qu'est-ce qui était accepté et pas accepté de dire dans un contexte où est-ce que les gens essayaient de garantir un safe space. Mais ça, c'est mon expérience personnelle. L'intention, elle est bonne. Et je sais le reconnaître et j'ai absolument rien contre ça. Et certaines personnes y ont été capables de le faire de manière très efficace et je les applaudis. Mais des fois, d'autres expériences ont fait en sorte que de promettre qu'est-ce qu'on ne pouvait pas garantir faisait en sorte que ça dégénérait d'une manière ou d'une autre. Et que justement, l'empathie était très canalisée envers une certaine démographie et l'autre démographie pouvait se rasseoir. Et c'est correct aussi. Chacun ses événements, chacun ses organisations. N'empêche, pour moi, l'idée de la poésie et du slam, c'était de prime abord aussi une idée d'ouverture sur le monde. Oui. Puis je pense que tu as raison. Il y a des situations où est-ce que ça devient très compliqué, ça devient très difficile. Et par contre, je pense qu'il y aura toujours au moins quelques personnes dans chaque scène euh, qui auront cette empathie, qui n'utiliseront pas ces standards euh, de la même façon que d'autres personnes peut-être un peu plus militantes ou plus fatiguées. Euh, je pense à euh, un événement particulier où est-ce que quelqu'un, justement, dans une poésie avait utilisé, ou dans un texte, dans une performance, avait utilisé un mot que, avec l'intention pure. Puis en plus, il avait fait ses recherches, puis il en avait parlé évidemment à la communauté, puis ça a été correct. Mais il n'avait pas parlé justement à tous les membres de toutes les communautés qui étaient présentes, qui avaient écouté son texte, sa performance. Et ça a très mal allé. Ça a été horrible. Les deux, on était là. Puis je me rappelle, il y avait une personne qui faisait partie des communautés qui avaient été, ou des personnes qui étaient touchées, et c'était la seule qui lui avait pas claqué la porte d'en face, puis qui était allée lui parler. Parce qu'il était complètement éberlué, il comprenait pas ce qui se passait. Puis c'est cette personne-là qui est allée lui dire, t'as fait cette erreur, tes intentions étaient bonnes, voici l'impact que ça a eu, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Puis je pense que c'est là qu'on a vu une grande empathie qui était absente, peut-être d'autres personnes qui étaient présentes. Et je pense que, je suis d'accord avec toi, il faut toujours cette empathie. Je pense pas qu'on peut toujours s'attendre à la voir de tout le monde. Mais je pense qu'il y aurait toujours peut-être une personne qui aura encore la capacité de donner. Et c'est là aussi une chose que j'aime dans les communautés de spoken word et que j'ai vu souvent. Euh, il y aura toujours ces, pas des gardiens, mais des pillars of the community, if you will, qui vont pouvoir aller un peu au-delà et dire, all right, je vais t'expliquer ce qui s'est mal passé, puis je vais te pardonner, puis ça va être correct. Et ça me fait penser à tous les moments, les événements marquants. Puis il y en a beaucoup, c'est sûr, qu'on vit en tant qu'artiste, en tant que membre de communauté. Et pour commencer à terminer un peu, j'avais une question pour toi et c'était justement quel moment, quels événements ou quels projets, si on résume un peu tout ce dont on a parlé, le spoken word, la scène anglophone, la scène francophone, l'activisme, les safe spaces, l'intégrité artistique, la licence créative. Est-ce qu'il y a un moment ou un événement qui t'a le plus marqué dans ton parcours artistique entre 18 et 31 ans? C'est quand même Oui. beaucoup. Il y a eu beaucoup de beaux moments, comme les premières fois que j'ai monté sur scène au cégep, aux fois où est-ce que j'ai pu faire le cégep en spectacle. Il y a une tonne d'événements marquants pour moi. Dans le contexte un peu plus activiste,
et socialement impliqué et pour faire la comparaison entre la Ligue francophone et anglophone, euh, je dirais que la fois que j'ai dû me désister de l'équipe anglophone, ou Mhm. bilingue si on veut, dans le cadre justement d'une autre finale nationale de Oui, je slam m'en poetry. rappelle. Et justement, pour mettre en contexte un peu, je faisais référence à la déesse Pélé, qui est une déesse hawaïenne, dans le texte. Et mon texte était tout autour, avait une thématique de feu, avant tout. Et c'est un texte à double sens. Je veux dire, il y a tout le fond qui est important pour moi aussi. Et pour moi, c'était justement un espèce de clin d'œil, une espèce de shout-out à une culture qui j'ai vu de passage et que j'ai essayé de faire un peu plus de recherche dessus parce que je suis un peu un passionné de mythologie et de contes du genre. Et ensuite, quand j'ai buté à un mur où est-ce que c'était comme oh non, 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 ça va être l'appropriation culturelle ou t'es qui toi pour en parler, Mhm. c'est où est-ce que ça, c'est venu vraiment chambouler ma vision euh, du monde slam. Mhm. Puisque ça m'a perplexé d'une manière à cause que j'étais ouvert à la conversation et je pouvais comprendre le contre-argument sur pourquoi peut-être ça serait pas à moi d'en parler. J'étais ouvert à cette idée-là. Cependant, quand j'ai eu droit à cette information et que j'avais quand même une divergence d'opinion, soudainement, j'avais plus le bénéfice du doute de ne pas être éduqué, si on veut, mais d'être mal intentionné. Mhm. Et ça, j'ai trouvé ça très dommage. Puisque pour moi, ça montrait justement une fermeture d'esprit ou une incapacité à avoir un back and forth, une conversation importante sur un sujet auquel j'avais jamais buté avant. Et ça, encore une fois, dans un contexte où est-ce que ça semble être tellement more prevalent in the English scene. Et quand je suis quand je m'en suis remis de cette situation-là, et je suis parlé avec mes confrères et consoeurs du slam de la scène francophone, euh, je m'attendais pas à être validé ou quoi que ce soit, parce que pour moi, le plus important, c'est qu'on se valide soi-même et le reste du monde fera avec. Mais quand je suis allé en parler avec d'autres personnes qui faisaient du slam dans la scène francophone, ils semblaient tous pas comprendre, eux non plus. Mhm. Et c'est où est-ce que justement on parlait d'intersectionnalité et tout, c'est je trouve que des fois, justement, euh, sans que ça soit une question de langue, à cause que je connais beaucoup de personnes et des amis avec qui je peux parler en anglais à Montréal et tout, on a une expérience de vie peut-être un peu plus similaire par le fait qu'on vit dans un même endroit. Mais quand on commence à explorer le reste du Canada, c'est où est-ce que forcément certaines expériences de vie ou certaines mentalités, que ce soit sociales ou politiques, activistes, sont très, très différentes. Et de voir la radicalisation de ça, euh, qui se reflète autant dans le milieu artistique que sur un plan social, justement, c'est où est-ce qu'il a fallu que je m'arrête puis que je me pose des questions. À savoir, justement, comment est-ce que je peux faire un texte que je sais peut être perçu comme étant problématique, mais qui pas qu'il veut pas être problématique, mais qu'il veut pas être problématique de cette manière-là. Mhm. Il y a une différence entre vouloir brasser la cage et vouloir juste dénigrer un certain groupe ou une certaine minorité visible. C'est pas du tout la même chose. Moi qui veux faire une référence à une déesse et avoir fait certaines recherches justement pour être sûr que la référence était juste et exacte, est complètement différent de moi qui veux m'approprier une culture hawaïenne puis de me mettre des fleurs autour du cou ou une jupe stéréotypiquement traditionnelle ou quoi que ce soit. C'est pas la même chose. Et la radicalisation de ces points de vue-là vient refléter, entre autres, dans le milieu de la poésie et de l'art. Et pour moi, l'art, ça a toujours été un médium, justement, où est-ce qu'on était capable de pouvoir exprimer ces idées-là, partager nos vécus différents et s'ouvrir sur le monde, ce qui, je pense, qui est important pour aller de l'avant. Et de voir cette radicalisation-là intégrer le milieu artistique m'inquiète. Oui. Je me rappelle très clairement de cette situation et j'y ai pensé beaucoup, puis on en a parlé à ce moment-là et depuis. Je me retrouve souvent dans des états d'esprit où est-ce que je m'attends à une solution définie, concrète. Il y a un problème, on va le résoudre, puis on va move on, puis c'est tout. Et je pense que ça n'existe pas. Je pense qu'il y a seulement des perspectives. Il y a toujours des perspectives personnelles particulières, subjectives, et ça dépend
à qui on en parle et d'où on en vient et en fin de compte, qu'est-ce qu'on décide de faire et quel parcours on veut prendre. Donc, je pense que tu as raison, il y a une certaine radicalisation dans des milieux artistiques et dans le milieu slam. Je peux comprendre pourquoi ça existe. Je peux comprendre ces perspectives, cette emphase intense sur genre tolérance zéro pour n'importe quelle chose qui pourrait même s'approcher de quelle que soit la façon de 3 degrés, 6 degrés, 10 degrés d'appropriation. Donc, je peux comprendre cette intensité, cet extrême. Je peux le comprendre. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord. Ça veut dire que je vais toujours écouter ce que l'on a à dire. Et je pense que c'est très dur dans ces situations-là. Il y a certaines personnes qui savent vraiment, ils vont pas budge. C'est ça qu'il faut faire, je suis pas d'accord. Puis, point barre, c'est tout. Puis il y a d'autres comme toi et moi qui vont être un peu bouleversés, chamboulés et dire, OK, il va falloir que je me remette en question et qu'à la fin de la journée, je décide, moi, qu'est-ce que je vais faire et comment ça va affecter ma vie artistique, la communauté dans laquelle je vis ou j'écris ou dans laquelle je suis actif. Et il n'y a jamais de bonne réponse. Je pense que si on vient à ce qu'on avait mentionné tantôt, il faut toujours du dialogue, il faut toujours des discours, il faut toujours cet élément d'empathie. Et c'est sûr qu'il y a des moments où est-ce qu'il faut qu'on stand your ground, mais il faut aussi choisir, is this the hill that I want to die on and why? And will I care about what anybody has to say? And if I don't, that's my choice. Mais il y aura toujours des conséquences. Je pense que l'histoire de Dave Chappelle, l'histoire de... On pense à Mike Ward, on pense à plein de poètes, de slammers, de comédiens surtout. La comédie, on pourrait faire tout un autre épisode là-dessus. Louis C.K. Au Québec, il y avait aussi eu Yvan Godbout avec Les Contes Interdits, qui justement, lui, en tant que comme homosexuel, avait écrit un livre et Les Contes Interdits, justement, c'était de réimaginer des vieux contes, et dans son cas, c'était Hansel et Gretel. Et ça traitait, entre autres, de pédophilie. Et apparemment, il y a une première signalement comme quoi, oh, mon Dieu, c'est problématique, puis ça passait sous silence. Éventuellement, je crois que c'était une professeure qui avait appelé les autorités, et c'est allé en cours. Et ça a perduré pendant plusieurs mois, voire plus d'un an et tout. Et finalement, il s'en est sorti. Et c'était à savoir, est-ce qu'il avait le droit à une perception différente par le fait qu'il soit un homme de son orientation sexuelle ou non? Et l'affaire, c'est en comprenant avec l'empathie et le désir de vouloir élargir les horizons et s'ouvrir à d'autres perspectives, d'autres expériences de vie, soit parce qu'on peut les comprendre, qu'on est d'accord ou qu'on les pardonne. Puisque quelqu'un qui peut avoir les meilleures intentions en montant sur scène peut finir par être une personne très problématique, juste comme quelqu'un qui peut avoir un propos qui peut sembler problématique, peut avoir un fond très intéressant aussi. Ouais. Et si on ne se permet pas d'aller, de reconnaître le deuxième degré, de reconnaître l'expérience subjective de la vie de chaque personne aussi, c'est où est-ce que cette conversation ne pourra pas avoir lieu. Il n'y aura jamais de réponses définitives, et je crois justement, d'où l'importance d'avoir la conversation. Mais c'est ce que je trouve rassurant, justement, c'est d'avoir des conversations comme ça avec toi, entre autres, où est-ce qu'on va être deux personnes qui, même si on n'est pas d'accord sur tout, les deux, on va patauger dans un gris. Oui. Où est-ce qu'on va être capable de se remettre en question et tout. Exactement. Ouais, et pour moi, c'est comme ça que je vois l'expérience de la vie, mais aussi, bien sûr, de l'art. Parce que si c'était pas de l'art, on n'aurait pas appris à se connaître, puis il y a bien des choses qu'on n'aurait jamais pu discuter ou découvrir, en général. Ben oui, effectivement. Je pense, Francis, qu'on peut terminer là-dessus. Je te remercie pour cette conversation. Puis c'est pas la première, puis c'est certainement pas la dernière qu'on a eue ou qu'on va avoir. Et c'était vraiment un plaisir pour moi de te parler. Merci beaucoup. Merci pour tes
pour tes contributions et d'avoir pris le temps aujourd'hui de parler du spoken word, du slam, de l'activisme, etc., etc., etc. Bien, merci à toi, merci pour l'opportunité et j'espère pouvoir te voir sur une de nos scènes francophones à Oui, 70% francophones oui, un de ces oui, jours. oui, je vais travailler là-dessus. Parfait. Merci, bye. Merci à toi, au revoir. Merci d'avoir écouté cet entretien entre les artistes slameurs Francis Loujean et Liana Kousmano, un entretien réalisé en collaboration avec Magnéto et qui s'est enregistré virtuellement dans le respect des consignes de distanciation sociale. Pour découvrir d'autres auteurs et autrices, retrouvez tous les épisodes des rencontres d'écrivains et d'écrivaines du CRILC sur votre application balado préférée.